L'auteur parle des deux types d'alliances possibles, l'alliance dans l'amitié et l'alliance dans le mental. L'alliance dans l'amitié est basée sur l'amitié et permet une connexion profonde avec l'autre personne, tout en permettant d'être bien sur tous les plans. Cependant, l'alliance dans le mental ne permet pas une alimentation énergétique complète et se limite à une relation de travail ou d'affaires. La nuance subtile entre les deux types d'alliances fait que certaines personnes privilégieront l'alliance dans l'amitié, tandis que d'autres se contenteront de l'alliance dans le mental. Dans l'alliance dans l'amitié, on est heureux de la présence de l'autre et on peut l'appeler pour se retrouver, tandis que dans l'alliance dans le mental, on ne ressent pas cette même joie et cela ne dérange pas si l'autre n'est pas disponible. En résumé, l'alliance dans l'amitié offre une connexion plus profonde et plus enrichissante que l'alliance dans le mental. Dans ce discours, l'orateur aborde le concept d'alliance, en particulier dans le domaine de l'amitié. Il explique que l'alliance véritable dans l'amitié ne peut exister que si les deux individus sont désinhibés. Sinon, il s'agit simplement d'une alliance dans le mental. Il mentionne que dans le futur, les humains devront former des alliances avec les extraterrestres, mais ces alliances seront principalement dans le mental, c'est-à-dire qu'elles seront basées sur des objectifs communs et sur la coopération sans se nuire mutuellement. L'orateur annonce un changement dans la façon dont les conférences seront menées. Il explique que les participants auront l'opportunité d'apprendre à gérer leur énergie, et qu'il mettra en place des mécanismes pour permettre cela lors des conférences à venir. Il dit avoir rencontré des personnages venant de son propre monde et qu'il est de plus en plus capable d'exprimer qui il est en tant qu'individu. Il souligne l'importance de passer de la théorie à la pratique et annonce qu'il va brasser des choses pour pouvoir enseigner ces mécanismes aux humains et les aider à contrôler le monde astral. Enfin, il annonce que les conférences mensuelles pour le public régulier seront modifiées. Elles ne comporteront pas de période de questions et seront atténuées, c'est-à-dire qu'il évitera certains sujets pour le moment. Il précise que ces conférences seront axées sur la conscience et qu'il apportera suffisamment d'informations pour encourager les expansions de conscience. Il laisse entendre qu'en 1992, il abordera plus en profondeur ce sujet. La personne qui parle exprime l'intérêt de permettre à tous, y compris aux séminaristes, de bénéficier de la conférence, même s'ils ne peuvent pas y assister physiquement. L'idée est de trouver une manière d'échange d'énergie pour que les informations puissent être accessibles à tous, sans restriction. Les conférences régulières s'adressent à tous ceux qui développent leur conscience, tandis que les conférences réservées aux séminaristes sont plus spécifiques et comprennent des exercices pratiques. Les deux types de conférences sont intéressantes d'un point de vue énergétique et d'information. La personne parle également de l'importance d'adapter les informations à chaque individu, en synonymisant les concepts pour les comprendre sous différents angles. Elle mentionne également des sujets comme la conscience avant et après la mort, ainsi que la notion du troisième cerveau. Elle souligne que certaines personnes peuvent bénéficier de plusieurs heures d'information en quelques minutes grâce à leur ouverture d'esprit et leur capacité à recevoir l'information. L'être humain a tendance à penser que tout le monde comprend les choses de la même manière que lui. Dans les conférences régulières, certains bénéficient davantage que d'autres car il y a beaucoup d'informations à absorber. Les personnes qui assistent à ces conférences ne viennent pas en tant que séminaristes, mais plutôt comme des participants occasionnels. Il est important de mettre à profit nos connaissances, notre intelligence et notre savoir, de la même manière que nous prenons soin de notre corps. Il est facile de perdre du temps et de l'énergie en étant distrait par des tâches superficielles. Lorsque nous regardons un film, il est crucial d'être pleinement présent, tout comme lors des conférences. Si nous venons avec une attitude passive, nous ne pourrons pas tirer pleinement profit de ces événements. Il est essentiel de prendre soin de nous-mêmes. Non seulement physiquement, mais également mentalement et émotionnellement. Il faut éviter de se précipiter après une conférence et de laisser les enseignements s'intégrer progressivement dans notre vie quotidienne. Nous devons être fidèles à qui nous sommes, en tenant compte de notre corps physique, de notre conscience et de notre évolution spirituelle. Les rechutes sont insignifiantes, ce qui compte c'est d'être en accord avec notre véritable nature. Nous ne devrions pas nous juger ni nous valoriser en fonction de nos actions passées, mais plutôt nous concentrer sur l'instant présent et vivre consciemment. Dans ce texte, l'auteur parle du moment présent et de l'importance d'être soi-même. Il compare le fait de se faire mouiller sous la pluie sans se culpabiliser à celui de faire des choix peu intelligents sans se juger. Il évoque également l'idée de vivre les expériences de la vie sans se préoccuper du regard des autres. L'auteur encourage à prendre soin de son corps physique et à être conscient de ses actions, en utilisant l'exemple de la douche à PMC,
prise de mesures correctes. Il explique que le fait de croiser les jambes peut affecter la circulation de l'énergie et recommande de les décroiser. Il souligne l'importance de la répétition pour reprogrammer l'astral et communiquer efficacement. Dans ce passage, l'auteur parle de la mécanique des comportements destructeurs et de la nécessité de reprogrammer notre esprit pour adopter des comportements positifs. Il explique que plus nous mettons de l'énergie à reprogrammer notre esprit, plus les comportements négatifs disparaissent. Au fur et à mesure, nous atteignons un équilibre entre comportements positifs et négatifs, puis nous nous dirigeons vers une majorité de comportements positifs. L'auteur souligne également l'importance de la discipline, de la gestion du temps et de la santé mentale pour atteindre cet équilibre. Il conseille de ne pas se laisser influencer par l'ego et de se concentrer sur l'amélioration de soi. Ce texte semble être une série de phrases sans lien clair et il est difficile d'en faire une synthèse cohérente. Il semble que la personne qui parle a traversé une période de confusion et de questionnement identitaire. Elle évoque la réincarnation et suggère qu'il y a eu une sorte de division de personnalité en elle-même. Elle mentionne également que poser des questions sur qui elle est n'a pas de réelle signification et que cela peut entraîner des problèmes et du stress. Elle affirme ensuite qu'elle réincarne le roi Richard, mais précise que cela ne fait pas d'elle le roi de ce monde. Elle conclut en disant qu'il est plus important de se libérer de la dualité et de réaliser que nous ne sommes pas séparés du monde extérieur. Le texte aborde divers sujets tels que le cosmos, la spiritualité, le yoga et l'invention. L'auteur mentionne avoir vécu des expériences de contact avec des vaisseaux spatiaux et des batailles interplanétaires. Il fait référence à des conflits internés, à la capacité de puiser dans l'astral pour exprimer ces conflits. L'auteur souligne également que l'humain n'invente rien, mais utilise les mécanismes existants pour créer de nouvelles choses. Un exemple donné est celui de Jules Verne qui a imaginé l'envoi d'un boulet sur la Lune, qui pourrait être remplacé à l'avenir par des satellites. L'auteur affirme que les principes astraux qui ont permis l'invention de certains personnages existent réellement et qu'une personne peut réincarner ces principes. Finalement, il est mentionné que malgré ces réalités multiples, des conflits peuvent toujours exister. Le texte aborde plusieurs idées autour de l'importance du temps et de la compréhension de celui-ci. L'auteur souligne que notre perception du temps influence notre expérience de la vie et que la plupart des gens ne comprennent pas réellement ce qu'est le temps. Il explique que nous sommes limités dans notre compréhension de l'univers et comparé à observer l'ombre d'une navette spatiale au sol. De plus, il précise que l'humanité ne peut pas comprendre les aspects de l'existence qui dépassent notre réalité. En fin de compte, l'auteur argumente que notre vision du monde est souvent limitée et que nous avons besoin d'ouvrir notre esprit pour appréhender des perspectives plus larges. L'ombre est le langage du mensonge, présent dans tout ce qui se trouve dans l'ombre. C'est le règne de l'ombre. L'auteur observe que l'ombre d'un arbre peut ressembler à celle d'un oiseau ou d'une feuille, soulignant ainsi les similitudes entre les formes dans l'obscurité. L'humain, par contre, peut percevoir et interpréter les choses de manière différente. L'auteur fait un parallèle entre la perception bidimensionnelle de l'homme et l'ombre achromique, sans couleur, qui représente la réalité avec une force équivalente. Il affirme avoir accès à une réalité différente en tant que conscience, avec une perception plus élevée, par rapport à l'humain qui perçoit un monde bidimensionnel. Sans couleur. Le temps est également exploré, avec l'auteur affirmant qu'il existe autant que le verre d'eau devant lui, pouvant le manipuler et se projeter dans le temps. En revanche, l'humain voit le temps comme important car toutes ses stratégies et sa perception du monde reposent sur cette idée. L'auteur argue que la conscience humaine est limitée par l'espace-temps, ce qui l'empêche de comprendre pleinement la réalité. La Terre est également décrite comme n'étant pas tridimensionnelle, avec des exemples de mécanique astrophysique évoqués pour illustrer l'idée que la Terre peut se diviser en deux parties et les individus continueront à vivre séparément. Enfin, l'auteur mentionne que la science et la philosophie sont basées sur l'addition de la variabilité et que la vitesse de la lumière est un facteur de temps important. L'auteur reconnaît la complexité du temps et ne s'attend pas à ce que les humains le comprennent pleinement physiquement, mais plutôt quand ce sera le temps. La personne qui pose la question n'est pas précise, car le nom de Sainte Véronique n'existait pas à l'époque dont il parle. Ils expliquent qu'il est important de se poser la bonne question et de pouvoir ajuster sa compréhension énergétique. Ils donnent l'exemple de se demander quel rôle ils auraient pu avoir, mais soulignent que l'important est d'être capable de parler à son ego et de le comprendre. Ils mentionnent également la réincarnation et l'importance de prendre des décisions éthiques pour engendrer un futur positif.
Ils abordent aussi le concept d'essermement, qui doit être régulé mentalement. Ils concluent en demandant quelle est la question exacte à laquelle ils doivent répondre.